Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL pour cette grande soirée de cérémonie des Fantasy Awards 2024. Et ce soir, pour cette émission spéciale, on a une équipe élargie, Nico, Aptine et Antoine. Comment allez-vous les gars ce soir? Ça va. Je suis en train de me dire, on est habillés comme des clochards, alors que c'est une soirée qui se veut un peu guindée, mais ouais. Sur le moment, tu l'as dit, je me suis dit, oh là là, ouais, ok, vas-y, c'est pas grave. Quand on n'a pas Alexandre et son costume 3 pièces, forcément on a l'air de Clodo. Ouais. Ouais. Yes. Antoine, t'es en forme? Il paraît que tu as fait un petit match de football ce week-end Oh. dans un froid frigide. Allez, tout de suite, on passe au MVP de la semaine. C'est ouais, petit match à Paris, impeccable. -3 à 22h. Merci Aptine d'être venu, hein, encore une fois. C'est pas évident. Il y avait 10 spectateurs. Je pense que j'ai dû compter sur les doigts d'une main, allez, entre 10 et 12. Et encore, et ils sont restés jusqu'à la fin. Ça, c'est beau. Et 50%, t'es venu que pour toi, je crois. C'est beau. Salut Aznoki, fidèle au poste. Je ne sais pas si on aura beaucoup de monde en direct, mais avant de passer aux awards, qu'est-ce que vous avez pensé du Divisional Round en NFL? Quelques surprises, mais est-ce qu'il y a un truc que vous retenez, Nico, toi, qu'il n'y a pas de cheval dans la bataille des playoffs? Ouais, j'ai pas de cheval dans la bataille, non, effectivement. Non, franchement, c'était très intéressant les résultats. Et ce qui est surprenant, j'ai vu passer un tweet tout à l'heure sur ça, et je me rendais pas compte à quel point c'était le cas. Toutes les équipes qui ont mené, qui ont produit le plus de yards ont perdu. C'est quand même incroyable. Ça veut bien dire que, en fait, ok, tu peux être fort, tu peux être bien coaché, etc., etc. À la fin, ça joue tellement à des détails, à des petites erreurs que Ouais, les turnovers. l'expérience et que tu es là au bon moment. Ton erreur du deuxième carton, au pire, on s'en fout. C'est vraiment à la fin que ça va se payer. Et malheureusement, on risque. Enfin voilà, il y a des équipes qui étaient un peu les darlings qui sont sorties, je pense. Putain, moi, quand j'ai vu cette stat, je me suis dit, et pourquoi c'est jamais nous? Moi, mon équipe, elle prend pas beaucoup de yards et on gagne pas des matchs, tu vois. Pourquoi c'était pas notre tour? C'est clair, c'est clair. Du coup, on a quoi? On a Washington contre Philly et le fameux Kansas City Buffalo. Acte combien? 3, 4? 4. Je crois. Acte 4. Je crois, ouais. Donc, ouais, de quoi. Moi, je pense que Washington, s'ils arrivent à arrêter Saquon Barkley, qui n'est pas une mince affaire, franchement, ils ont leur chance parce que Philly, ils m'ont pas impressionné, hein, à part Barkley. Surtout que Hurts est potentiellement blessé. Alors ils disent qu'a priori Ouais. il n'a pas grand-chose et que ça va et tout, mais mine de rien, à partir du moment où son genou a tourné, il n'arrivait plus à courir. Donc je pense que ça peut être une donnée. Après, ça va dépendre si c'est les mêmes conditions qu'hier soir, parce que ça rebat Ah, tellement c'est les sûr. cartes. On avait une discussion là sur ça hier sur le groupe Fantasy Ballers. C'est très sympa, c'est très folklorique, c'est très football weather de faire les matchs dans la neige, mais ça te laisse un petit truc de frustration. Ça rebat tellement les cartes que c'est assez étonnant à la fin, quoi, comme résultat. C'est imprévisible, quoi. C'est vrai. Petite pensée pour Clément. Ouais, du coup, dans Ouais, l'autre, Baltimore qui échoue une nouvelle fois. Et à l'inverse, Kansas City, tu as l'impression qu'il peut jamais rien leur arriver, même quand ils jouent pas bien. C'est vraiment l'inverse, quoi. C'est l'expérience. Tu sens que quoi qu'il arrive, ils vont pas faire d'erreur, quoi. Ils vont pas faire de bêtises. Ils vont maximiser tout ce qu'ils peuvent maximiser. Ils ont des décisions d'arbitre qui les favorisent au meilleur moment. Mais pareil, c'est à l'expérience, tu vois. D'ailleurs, là, je trouve que je sais qu'on en a parlé pendant la saison. Aptine, t'en as reparlé hier, mais franchement, ces histoires de QB qui slide et qui cherchent la faute, ils vont vraiment finir par devoir changer les règles, hein. Ouais. Ce qui est bien, c'est que même, je crois que c'était des commentateurs, c'est peut-être Roy Aikman qui d'habitude est assez, je sais pas comment on peut dire ça de manière un peu digne et poétique, mais qui suce déjà assez la bite de Mahomes, sauf que là, il en a eu un peu marre aussi, pour dire qu'au final, ben là, ça dénaturait vraiment trop le jeu en fait.
Enfin, tu vois, Mahomes, à un moment, sur un truc qui n'a pas du tout été sifflé, mais je pense que c'est peut-être l'image qu'on a le plus vue. C'est il slide, il est dehors, et il y a un mec juste qui l'accompagne. Il a littéralement sa main qui l'accompagne, et genre, il fait un flopping, mais littéralement quand il est déjà dehors et tout. Et je pense que lui-même, il sait que c'était trop, et il se relève très rapidement. Mais si tu veux, je me suis dit, en fait, ouais, c'est devenu dans ton. C'est ancré dans ton body language d'essayer de flopper pour avoir des calls et tout. Après, c'est pas que Mahomes, hein. Enfin, quand tu regardes toute la gestion de beaucoup de quarterbacks, surtout les nouveaux, ça va énormément chercher la faute, tu vois. Donc le moindre coup de casque, etc., ça va demander une faute. Mais ça se voit plus parce que c'est Mahomes et que c'est récurrent. Je pense que c'est ça aussi, et c'est pour ça que je pense que là, c'est vraiment pas une surprise pour pour toutes les personnes qui ne sont pas fans des Chiefs, vont être pour les Bills la semaine prochaine. Moi, le premier. Ouais, c'est devenu l'homme à abattre. Ouais. Et encore, t'as Josh Allen qui le fait pas mal aussi. Hein. Il se plaint tout le temps. Mais lui, il a rien gagné, donc vas-y. C'est vrai que lui, il a rien gagné, donc il donne tout pour essayer de gagner quelque chose. C'est vrai. C'est vrai. Tu peux même élargir ça aux autres positions. Hier, j'ai plus en tête qui c'est le défenseur sur l'action où il y a une offensive passe interférence contre défensif. Ouais. Le mec, c'est un gros joueur qui fait faute offensivement. Et en fait, ah oui, c'est Coleman. C'était Coleman. C'est Coleman. Ouais, c'est Coleman qui est le receveur. Non, mais c'est le nom du DB que j'ai plus en tête. Mais c'était l'ancien des Bills, justement. C'est l'ancien des Bills. White. Ouais. White, ouais, c'est ça. White, ouais. Et tu as l'impression que voilà, t'as vraiment tout est vraiment en faveur de l'attaque tout le temps, au point de des fois faire des calls. Là, en l'occurrence, il est très très étonnant celui-là aussi. Il y a quand même pas mal de faits de jeu qui changent énormément moi, c'est ça qui m'embête, c'est que ça arrive toujours en troisième et longue ou des choses comme ça, où en fait, d'un moment, le mec, t'es en 4, tu punt et il n'y a pas d'histoire. Et je crois que Houston, ils perdent le match littéralement sur 2 actions. Et c'était justement 2 actions où, en fait, le fameux slide où les deux défenseurs se tapent. Et c'est vrai qu'à vitesse d'Israël, je me suis dit, Mahomes a pris un coup, tu vois. Mais si tu veux, ils se sont juste posé aucune question et tu as quand même les ralentis et tout. Donc, ouais, en fait, moi j'ai la même sensation que Buffalo. À un moment, ils font la même aussi. Ils ont un pass interference sur une action vraiment, où en gros le drive s'arrêtait et au lieu de ça, ils ont first and goal. Non, pas de ça. Ouais. Celui-là, ouais, pardon. Et en fait, j'ai eu cette sensation où avec Kansas City et Buffalo, à chaque fois, tu te dis. Ah, ça y est, bonne action défensive. Ils vont devoir punter, machin, ou 3e et 18 et machin. Ouais. Et là, hop, tu n'as même pas le temps de te dire ça, que tu vois un espèce de petit drapeau qui flotte et tu dis, mais putain, ils vont avoir first down et ensuite ça repart à 0. C'est vrai que c'est frustrant, ouais. Surtout pour la défense. Au final, tu as l'impression de toujours essayer de bien défendre, etc. Tu pètes un câble, tu dis. Et je sais pas si tu en as parlé pendant que je n'étais pas là, mais Mahomes, c'est vraiment. C'est comme je trouve que c'est devenu comme au basket où le mec, tu sais, au moment où il saute, il cherche un peu la faute aussi et le contact. Et lui, à un moment, ils le disent même, il dit, au lieu de sortir, il a largement le temps de sortir dans un touche et en fait, il ralentit au dernier moment pour que l'autre lui rentre dedans, tu vois. C'est là que ça devient vraiment. Moi, je suis tout pour protéger les QB, mais là, ça devient nimp, tu vois. Mais à un moment, ils vont vraiment prendre un vrai coup en faisant justement ça, et je pense que là, ça va un peu calmer des gens, tu vois. C'est triste de se dire, putain, en fait, tu veux qu'un quarterback se fasse démonter une bonne fois pour toutes pour qu'ils comprennent. Est-ce que vous avez vu le gars je crois que c'était le joueur de Cincinnati qui a démonté Antonio Brown. Comment il s'appelait ? Ouais, Perfect. Ouais, il a tweeté les gars, si vous voulez, je sors de la retraite juste pour un match pour démonter Pat Mahomes. Genre, je le porte volontaire. Et après, je suis suspendu à vie, peu importe. Mais... on a une breaking news. Ben Johnson, le coordinateur offensif de Détroit, a choisi, lui, de rejoindre les Chicago Bears comme head coach. Réaction à chaud. Ça peut être que mieux. Ça peut être que mieux. Est-ce que ça remonte les prospects de Caleb Williams en dynastie ? Ça les garde pareil ? Enfin, ça peut évidemment pas les rendre pire. Ouais. On se le souhaite. T'as fait ça ou t'as fait comme les TikTokers juste au-dessus là ? Non. Ok. On se le souhaite. Bon, en tout cas, on lui souhaite à lui. Après, si ça lui permet d'avoir une meilleure lecture et d'avoir un jeu quand même un peu plus fluide, c'est tant mieux. Après, c'est toujours la même chose.
des top coordinateurs qui sont passés head coach parce qu'ils ont fait un super travail. Si demain, ils n'arrivent pas à s'entourer et à faire en sorte de maintenir l'énergie de l'équipe, bon, tu auras beau mettre qui tu veux, n'importe quel mindset et autres, ça sera toujours aussi compliqué, quoi. Ouais, Donc, parfois, c'est pas le même job d'être coordinateur et d'être head coach. On en a vu certains réussir, certains complètement foirer. Bah là, en plus, Et j'imagine que c'est trop tôt pour avoir l'info, mais est-ce que c'est lui qui va vraiment appeler les jeux? Est-ce que. il a Enfin, dit qu'il voulait C'est les lui qui garder. décide, non? il a dit qu'il voulait le garder, Ouais, mais au oui, final, mais c'est celui après, qui décide. qui c'est que tu mets dans ton staff, etc. C'est ça qui va être la Ouais, c'est variable sûr. de nom, quoi. C'est sûr. Après, je crois que c'était une des. Il l'avait dit plusieurs fois. Je crois que d'ailleurs, c'est pour ça que l'année dernière, elle n'avait pas eu de poste. Parce que les équipes qui l'avaient eu en entretien voulaient qu'il lâche comment dire, le play call. Et Ouais. je crois qu'il l'avait redit cette année en disant si je viens, de toute façon, il n'y aura pas de compromis là-dessus. Après, là où tu as raison, Nico, c'est que parfois, tu prends une personne et tu te dis bon, allez, vas-y, en fait, finalement, je vais me concentrer sur autre chose, quitte à le reprendre si tu vois que ça ne marche pas bien et que, comme certains ont fait à des moments, quoi. En tout cas, ce qui sera marrant, c'est de le voir jouer 2 fois par an contre les Lions, du coup. Ouais. C'est Et dans vrai. une division qui lui a bien réussi jusqu'à maintenant. Les Lions qui ont quand même laissé passer leur ticket parce qu'ils perdent les deux. Ils vont perdre Aaron Glenn et ils perdent Ben Johnson. Même si Dan Campbell, c'est plutôt un meneur d'hommes. Et lui, pour le coup, en fait, la transition, il n'était pas si bon que ça en coach de position, mais il était toujours adoré de ses joueurs. Pour le Plus un coup, là, leader. Ouais. c'était plus vraiment un leader. Il aura peut-être pas trop de mal à remettre en route son équipe, mais tu perds quand même une qualité de play call assez incroyable. Et puis surtout, ils ont un nombre de free agents, je crois, j'ai vu là, indécent. Donc, ils pourront pas signer tout le monde. Donc, ça peut être un peu plus compliqué pour les Lions quand même. Est-ce que vous avez Une aubaine trouvé. pour Wild of Dusk. C'est exactement ça. Est-ce que vous avez trouvé, et puis peut-être on arrêtera là-dessus, on passera aux awards, mais est-ce que vous avez trouvé que dans le match des Lions qui perdent, ils sont pas allés presque trop loin dans cette créativité à l'extrême? On a vu une interception de Jameson Williams qui était horrible, plusieurs interceptions de Goff. Ils ont perdu un peu le fil du match dans le deuxième quarter avec des interceptions justement au lieu de jouer simple. Je sais pas, moi c'est un peu l'impression que j'avais, mais j'ai pas vu tout le match en entier parce que c'était à 2h du mat. Je sais pas si vous avez eu cette impression ou pas du tout. Non, pas plus que d'habitude. Après, le vrai problème de Détroit, et ça on a vu pendant la saison, c'est qu'ils prenaient beaucoup trop de points. En fait, toutes les personnes qui avaient un vrai shot pour le Super Bowl et pour le titre avaient une très bonne défense. Ouais. Et là, en fait, il y a des matchs qui se terminaient à 40, 45, ils gagnaient sur la fin. Je dirais pas qu'ils étaient plus créatifs ou non. Je pense que le play de Williams était vraiment le plus dégueulasse peut-être, je ne peux pas dire de l'histoire non, peut-être des 3 dernières années des Lions. Et je pense que ça va rester. Après, Goff a déjoué, mais je pense que la défense en face a très bien joué. C'est juste pour moi un problème de la défense. Ouais. Sinon, l'offense faisait relativement bien son taf. Gibbs était incroyable. Je sais même pas comment tu arrives. Le mec, il marchait sur l'eau et malgré ça, tu arrives à perdre. Et je pense que Washington aussi avait un peu le même style de jeu. Et je suis pas sûr qu'ils aient joué beaucoup d'équipes qui avaient autant de couilles qu'eux. Avec une meilleure défense, et quand tu arrives en playoff, c'est la défense qui fait gagner. Et là, enfin, quand t'en prends 45 et les mecs, ils ont arrêté de jouer au troisième carton, fin du troisième. Donc pour moi, ça sera un vrai problème pour la défense. Et comme Antoine le disait, moi, je commence un peu à avoir peur pour Détroit pour l'année prochaine. Ouais, moi, c'est la réflexion. C'est juste ce qui me fait peur un peu sur Ben Johnson aux Bears, tu vois. C'est que effectivement, la créativité, bon, c'est super. Et ça, tu tentes des plays dans tous les sens. Après, c'est pas la même chose de les tenter en saison régulière contre des équipes qui sont des fois un peu plus faibles, des fois contre lesquelles tu as un peu plus de marge. Et du coup, bah, au pire, tu rates une quatrième à 35 yards, c'est pas très grave. Tu n'as pas l'impact du mec qui te punit juste derrière, quoi. Et là, donc, faudra voir, est-ce que vraiment ils avaient un effectif qui était vraiment taillé pour le titre. À mon sens, c'était le cas avant toutes les blessures. Et dans ce cas-là, ça va être compliqué avant blessure, plus free agency et tout ça, de revenir au même niveau. Et donc, ils vont peut-être laisser passer leur shot. Après, s'ils arrivent avec la même qualité de joueurs, parce que s'ils arrivent à garder leurs gros joueurs, les Hutchinson qui reviennent, etc., avec un play calling plus traditionnel, tu vois, un truc qui fait pas de vague, mais Buffalo, j'ai pas l'impression qu'ils fassent un truc extrêmement
révolutionnaire. Si tu as un vrai gros noyau de joueurs, peut-être que tu peux, avec un autre play calling, arriver au même endroit. Yes. Ah. Alors sur ce, je vous Et t'as même propose pas de laissé passer- finir ta phrase, il avait mis les awards. Je me suis arrêté, j'avais plein d'autres arguments. Sur ce, je vous propose de passer aux awards, qui est l'intérêt principal de l'épisode, pour 2024. Et avant de passer aux récompenses individuelles, j'ai rapidement fait le line-up All-Star et le line-up All-Flop de la saison. Je ne sais pas si vous le découvrez, parce que je ne l'ai pas posté en ligne celui-là encore, mais il n'y aura pas de grosses surprises. Il y a parfois des joueurs il faut décider voilà, un peu la définition du flop ou du All-Star. All-Star, en général, c'est relativement simple. Hein, donc là, je vais le dire pour ceux qui n'ont pas l'image à l'écran. Lamar Jackson en QB, Saquon Barkley, Derrick Henry, Ja'Marr Chase, Justin Jefferson et Amon-Ra St. Brown. En flex, Jahmyr Gibbs. Et en tight end, George Kittle. C'est les meilleurs scores à chaque poste sur la saison. Mais dans l'équipe All-Flop, on a CJ Stroud en QB, Travis Etienne et Javonte Williams en running back. Et la raison pour laquelle j'ai Javonte Williams, d'abord, on m'a reproché quand je choisis des blessés en me disant faut pas mettre des blessés dans les flops parce que c'est pas juste. Je suis pas forcément d'accord parce que ça en fait partie, mais j'ai essayé du coup d'en faire une sans blesser. Et Javonte Williams, pour le coup, il se blesse jamais. Il s'est pas blessé cette année, mais c'était le genre de mec qui avait des perfs en dents de scie à cause de son coach trop chelou. Et à chaque fois qu'on le start, il faisait un match de merde. Ensuite, on le benchait pendant 2 matchs en disant je peux pas le starter, il m'a fait 3 points la dernière fois. Et là, il faisait genre 12, 11, avec une majorité des snaps, etc. Tu dis ok, je lui fais confiance. Et là, bim, il te remettait un 0. Et toute la saison, ça a été ça. Deebo Samuel, Amari Cooper, Marvin Harrison en receveur, Tank Dell aussi, et Dalton Kincaid en tight end. Je pense que en général, quand on draftait ces joueurs-là, on a été un peu en galère toute la saison. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui vous venaient en tête, que vous auriez peut-être dans une de ces deux équipes? Bah, il y a après, pour moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il faut prendre en compte aussi les blessés, tu vois. Ouais. Parce que bon, je pense qu'on en parlera après, mais Par exemple, Brandon Ayuk. par exemple, Brandon Ayuk, par exemple, Jalen Waddle qui s'est blessé pendant un moment. Alors, il n'a pas performé, mais ça n'a pas été incroyable. CMC, hein, je pense qu'on en parlera après, mais Ouais. ça, je pense qu'il y en a beaucoup cette année qui vont se mettre à la retraite de la fantasy et d'autres qui ont dû éclater un ou deux téléphones. Donc voilà, sans compter notre magicien Patrick Mahomes, mais je laisserai Aptine faire sa poésie sur lui un peu plus tard. Donc voilà, je pense qu'il y en a 2-3 quand même. Kyler Murray, il était pas mal dans le genre aussi, en dents de scie. Ouais, Kyler Murray et Trevor Lawrence aussi, parce qu'en vrai, il a eu un ou deux bons passages, mais sinon, voilà, hein, c'est une franchise Domino's Pizza par match à chaque fois, donc ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, le premier trophée individuel, on va commencer par le plus simple. Fantasy MVP. Aptine, est-ce que tu veux faire les honneurs? Bien sûr, bon, c'est cheap, il n'y a pas de son. Vous voulez faire le bruit des tambours, le bruit des applaudissements. Applaudissements, on va le faire tous les 4. Tambours, vous imaginez parce que je me dis ça peut être dégueulasse. Du coup, Fantasy MVP. Est-ce que tu veux qu'on dise qui est à gauche ou pas? Non, t'es pas obligé. Pas besoin. Ok, donc les nominés sont Ja'Marr Chase, Lamar Jackson, Saquon Barkley, Josh Allen et Derrick Henry. Roulement de tambour, du coup. And the winner is, je sais pas d'ailleurs. Tu le découvres. Saquon Barkley. Non, mais je suis content au final si ici, tout content. Je pense que ici, et je pense que toute la commu est super contente que Saquon Barkley ait fait une super saison. C'était typique le genre de joueur qui était un peu bloqué dans une franchise et tu disais, il a quand même passé beaucoup de temps. Est-ce que son prime n'est pas passé? Enfin, n'est pas derrière lui. Et il a fait une saison incroyable. Il fait des playoffs incroyables. Je suis super méga content pour Saquon Barkley. La raison pour laquelle je ne déteste pas les Eagles, c'est pour Saquon Barkley. Je déteste les 54 autres personnes de l'effectif. Mais avec Barkley, parce que ma femme me disait quand on regardait, elle fait mais tu les aimes bien ou tu les aimes pas? Je fais alors j'aime lui, donc s'il prend un first down, j'applaudis. Mais si à un moment il y a une bonne action de ces mecs-là, je suis pas content. Elle a dit ok, bonne chance, moi je vais me coucher. Du coup, très content et je pense pour que toutes les personnes qui l'ont drafté doivent être extrêmement contents parce que je crois qu'ils partaient pas au premier tour, ils partaient au deuxième tour. tour. Fin de premier round, RB5 sur le virage entre le premier et le deuxième round.
Et moi, par exemple, je faisais partie des personnes qui allaient se dire, il peut pas faire une saison incroyable parce que tu as le fameux touche-push de cette équipe. Et je me dis qu'ils vont essayer quand même de le garder frais. Il y a eu touche-push. Ils ont essayé de le garder frais. Il a fait 2283 scrimmage yards, 15 TD. Imagine, ils auraient lâché la bête. Ouais. Ouais. Là, comme ils le font en playoff, hein. Je crois qu'il a eu 4 matchs. J'ai vaguement entendu ça aujourd'hui, mais j'en suis pas sûr. Mais 4 matchs à 200 yards cette année. C'est possible, ça? Oui, Oui, c'est possible. Bah, s'il fait 2 milliards à la fin, plus 2 milliards, Ouais, c'est qu'à un ouais, moment, ouais. il a dû. C'est possible, ouais. Donc, Mais très ouais. content. Très content. Après, les autres nominés, on va quand même en parler, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Saquon Barkley est le MVP. En tout cas, moi, je le pense vraiment. Il a eu 34% des votes, juste devant 34%, Jamar Chase qui a eu 32. Ça s'est joué à 1 ou 2 votes près. un ou deux votes près. Et je suis très content de voir Barkley en premier et déjà eu Jamar Chase pas loin derrière parce qu'il a fait une saison extraordinaire. Peut-être presque, enfin, pas autant de points qu'un running back, mais de voir un receveur aussi régulier qui a ramené autant de points. Je crois qu'on n'en a pas vu depuis peut-être l'époque Antonio Brown. En tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais vraiment, on a eu de très très bons joueurs qui ont été draftés haut et qui ont délivré, donc c'est beau. Si seulement il s'était entraîné pendant le training camp, il aurait peut-être fait encore une meilleure saison parce que les 2-3 premiers matchs, il était un peu passé à côté, mais c'est vrai. Puis s'il ne s'arrête pas 4-5 fois à Ouais, l'arrière pour c'est vrai faire les ça. touches, il aurait pas loin de 20 touchdowns et encore Et plus de yards, mais Hmm. il aurait explosé, il n'y aurait même pas eu de débat sur. Parce qu'en plus, tu aurais eu l'impression qu'il aurait vraiment scoré à tous les matchs. ouais, et pas seulement ça, et même il y a eu plusieurs matchs où au moins 2, je dirais, où il s'est arrêté avant de marquer un touchdown aussi pour gagner le match. Tu Ouais. sais, quand il restait 1 minute 30 ou un c'est truc comme vrai. ça pour faire des kneel downs. Donc, ouais. Et je pense que c'est vraiment dégueulasse de la part des Eagles de ne pas lui avoir permis de faire juste 100 yards sur le dernier match, tu Pour vois, battre leur corps, ouais. pour battre leur corps, tu vois. Et juste pour se dire, allez, on fait attention pour. Et ça se trouve, c'est lui qui a demandé, hein. Ça se Ouais, trouve. quand tu vois la conf de presse, t'as pas l'impression que c'est lui qui a demandé, Ouais, tu vois. peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Mais bon. Après, il y en avait déjà qui disaient oui, mais de toute façon, c'était en 17 matchs et pas en 16, donc ça aurait pas compté pareil, etc. Enfin, donc, je pense qu'ils avaient ils avaient d'autres ambitions. Ouais, c'est sûr. Ils en ont toujours d'ailleurs. Et 2 QB qui sont derrière, si on jouait en super flex, peut-être que ces QB mériteraient aussi MVP. Mais j'étais surpris de voir plus de personnes voter pour Josh Allen que pour Lamar Jackson, pour le coup, parce que Lamar Jackson a été vraiment dingue niveau fantasy toute l'année, alors que Josh Allen a eu un match week 15 notamment qui a dû éliminer pas mal de gens. Parce que c'est Trump au pouvoir. Okay. Alors, next award. Allez. Le rookie de l'année. Rookie de l'année, et pour ça, Nico, vas-y, je te laisse annoncer les nominés. Allez, donc le rookie de l'année, effectivement, les débutants. Honnêtement, juste en préambule, ça a été une sacrée classe, hein. Franchement, ils ont fait, il y en a eu des paires dans tous les sens. C'était vraiment sympa. Et donc, du coup, à tous les postes. Et donc, les 5 nominés cette année, donc au poste de tight end, Brock Bowers, au poste de QB, Jayden Daniels, en receveur, le chouchou de Mark, Malik Nabers et Brian Thomas de Jacksonville, et en running back, Bucky Irving. Et le vainqueur. Et le vainqueur est Brock Bowers, qui a fait un truc incroyable. Qui termine tight end 2. Je pense que sa perf, elle est d'autant plus folle que lui, pour le coup, il a vraiment joué dans une équipe en bois toute l'année, quoi. Et Ouais. pour le coup, il sort quand même 1194 yards, 5 touchdowns. C'est quand même assez fort. Je pensais qu'il y aurait plus de votants pour quand même Malik Nabers, Ouais. honnêtement, parce que c'est un peu la situation similaire et en vrai, s'il n'est pas là pendant la saison des Giants, les fans des Giants sont encore plus malheureux que ce qu'ils ont vécu cette saison. Donc c'est quand même, Ouais, ça c'est un peu les limites de la manière dont tu poses les questions. Si tu demandes un seul vainqueur, tu peux avoir 0 point. Et si tu demandais de donner un tiercé, ça se trouve, tu finirais deuxième. Ou troisième. Moi, j'étais surpris que Bowers batte Jayden Daniels, même si on parle de fantasy.
C'est vrai que Ça Bowers dépend a quand. fini tight end 2, mais tight end, c'est vraiment pas un poste super important. Et Daniels, il a fait une saison de ouf. Il a fini QB5 Ouais. en ratant Mais aucun match, en faisant des scores de dingue. Mais tu vois, en fonction du moment où tu peux poser cette question-là, Jaden Daniels, sur la fin de la saison régulière, il est quand même beaucoup plus ralenti dans son rythme. Tu vois, il fait 8 premiers matchs à un excellent niveau où on se dit, oh, c'est incroyable. Regardez tout ce qu'ils ont fait pendant 5-6 mois. Les Commanders, ils ont changé tout le staff. Ils ont que des jeunes. Ils avaient une défense qui était plutôt pas mal. Et puis après, finalement, il a quand même baissé un peu de rythme. Et là, il revient en trombe sur les playoffs parce que je pense que personne Ouais, mais s'attendait. même sur les playoffs fantasy, il a été ouf. Hein. Il a, contre Philly week 16, 36 points, QB1. Ouais. Contre Atlanta week 17, 32,8. Mais le seul truc, c'est que je pense que il a eu un petit passage à vide vers le milieu et un bye week 14 qui, à mon avis, faisait que pas mal d'équipes qui avaient Jaden Daniels étaient éliminées pour une raison ou une autre. Mais Après, il y a aussi, je pense, le fait que quand tu avais Daniels, tu pouvais trouver, même dans ces petits downs, une option de remplacement. Alors, quand tu avais Brock Bowers, il était tellement au-dessus, enfin, à part Kelsey, il était tellement au-dessus du reste que tu avais ça te fait une valeur ajoutée. Dans ton équipe, tu avais l'impression vraiment que tu n'avais pas de remplacement potentiel et tu avais une valeur ajoutée par rapport à tes copains qui était incroyable. ouais, c'est vrai. Ouais. Parce qu'avec Jaden Daniels, tu pouvais quand même te faire exploser par le mec qui avait la marque. Quoi. Ouais. Alors que celui qui avait Kay Doughton et Hunter Henry, t'étais moins inquiet, quoi. J'avoue. En tout cas, record de NFL en réception. Malik Neighbors avait battu aussi le record de Pukanakwa, mais du coup, il n'a pas le record parce qu'il est battu par Bowers. Brian Thomas, saison de dingue, mais je pense que lui, c'est pareil, il a fini en trombe avec Mac Jones, mais en fait, les gens s'y attendaient plus trop et je pense qu'il y avait pas mal d'équipes éliminées. Et Bucky Irving aussi a aidé pas mal de monde. Mais vraiment une belle classe de rookie pour la fantasy offensive. Ensuite, le bust de l'année. Et pour ça, on va demander à Antoine, dont l'équipe a fait le bust de l'année. Oh, le avoir négatif, il va direct à Antoine. Vas-y, Antoine. Ça me fait plaisir. Annonce. Donc, le Fantasy Bust avec l'annonce des nominés. En numéro 1, Tyreek Hill. En numéro 2, Deebo Samuel. En numéro 3, CJ Stroud. En numéro 4, Travis Etienne Jr. Et en numéro 5, Breece Hall. Et le gagnant est Deebo Samuel Senior. J'ai applaudi. Mon gamin. J'ai applaudi parce que c'est vraiment le plus gros bust. Putain de merde. Vas-y. C'est vrai. Il a eu une série de matchs vers le milieu de la saison. Alors en plus, pour arriver à retrouver ses stats, je suis obligé de scroll down super loin. Une série de matchs, je vais vous donner les scores, mais c'était une catastrophe. Parce qu'au début, ça allait à peu près. Il faisait aucun super match, mais ça allait, ça passait. Ensuite, bye week, Tampa Bay week 10 points. Et ensuite, derrière, Seattle 4 points, Green Bay 2,6, Buffalo 2, Chicago 4,5, Rams 3,4. Et là, enfin, tu te dis, c'est bon, même si tu es week 16 et que tu arrives en demi-finale et que le mec, il t'a sorti 5 matchs d'affilée, tu te dis, c'est mort, jamais je le starte en demi-finale. 22 points contre Miami au moment où plus personne le startait. Donc, ouais, j'y la étais, en plus, définition à ce du match. cauchemar. Hein? J'y étais à ce match. C'est vrai C'est que tu as vrai. été à ce match. Ouais. Bah, Ouais. ouais. T'es Mais peut-être le le pire- porte-bonheur de Deebo Samuel. Parce que là, en fait, tu as fait la liste de stats, mais en fait, c'est comment ça s'est fait. Il n'y avait personne autour de lui. Oui. Ayuk est parti rapidement. On ne savait même pas c'était qui le running back à un moment. Enfin, tu vois, ils étaient RB6 sur le truc. McCaffrey n'avait presque pas joué de la saison. C'était pour lui. Il pouvait jouer RB. Il pouvait faire 1 million de trucs. Il les a pas. Il l'a pas fait. Donc c'est pour ça qu'on parle de hors blessure. Mais là, c'est vraiment pas. Il n'a pas réussi à trouver, on va dire, sa place dans l'équipe. Il n'y avait personne autour de lui. Franchement, pour moi, c'est inexplicable ce qui s'est passé avec Deebo Samuel cette année. C'est vrai. 9 semaines totales. Donc là, j'ai quelques stats. 8,5 points par match, qui en soi paraît pas. Enfin, c'est assez horrible, mais c'est pas désastreux. Mais 9 semaines sur les 17 où il est au-delà du WR40, c'est-à-dire non startable. Mais comme c'est Deebo, et que, comme tu dis, Aptine, il n'y avait aucune raison valable pour lequel, en te disant, bah, il va avoir le volume, il y a forcément un truc, ils vont faire du squeaky wheel, tu vois, lui envoyer des ballons, machin. Et je pense sincèrement que toute la série de matchs que je vous ai dit, les gens le startaient. Moi, je l'avais dans une ligue et je le startais toutes les semaines.
Et à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, il joue ou il joue pas. Et en C'est plus, vrai. on prenait à ses coéquipiers. Non, mais quand même. Ouais. Franchement, c'est pour ça, au final, tu te dis, oh là là, c'est Après, beau. Et de temps en temps, tu voyais le numéro 1, il faisait un truc de fou. Tu te dis, ah putain, tu sais, sur le red zone, je faisais pas gaffe. Ah, mais c'est Debo, trop bien. Ah bah non, merde, c'était un punt return. et après, en vrai, pour le coup, c'est pas pour le défendre. Mais cette année, en plus du fait qu'il ait vraiment rien fait individuellement, toute l'attaque de San Francisco a vraiment sombré le jour où finalement ils se sont rendus compte que McCaffrey serait plus là. Je sais pas pourquoi tu as eu l'impression. Alors, il y a Kittle qui sortait un peu la tête de temps en temps, mais même Purdy, il était plus du tout dans le timing qu'il avait auparavant. Enfin, et ça, je pense que ça l'a pas aidé parce qu'à mon avis, c'est pas le gars le plus solide mentalement. Tu vois, dans les moments, les mecs, ils venaient de perdre un Super Bowl. Le gars, il se retrouve un peu tout seul sur la feuille de match. Tu sais pas trop comment ça va se goupiller, mais c'est vrai qu'il fait vraiment une saison catastrophique, quoi. Ouais, mais là, tu vois, en fait, parce qu'on n'a pas parlé, mais en fait, là, dans l'ordre, on a eu Thibaut à 31%, Travis Etienne 24%, Ah ouais. Tyreek 18%, CJ Stroud 16%, Breece Hall 12%. Pour moi, tous les autres, ils ont une raison valable d'avoir fait une saison de merde. C'est-à-dire, à un moment, tu as perdu ton QB, à un moment, tu t'es blessé, à un moment, ça, à un moment, si. Lui, il n'a aucune raison. Lui, il C'est n'a vrai. aucune raison. CJ Stroud, il n'avait personne. Il a pas de ligne offensive. Il perdait ses receveurs un peu tout le temps. CJ Stroud, c'était une année galère. Tyreek Hill, il a perdu, tu vois, presque 8 semaines. Ouais. Mais Et puis, là, mentalement, vraiment, il avait craqué complet. voilà, mais là, vraiment, Deebo Samuel, je n'arrive pas à l'expliquer et je me dis, Ouais. mais tu continuais à, on va dire, à agir comme si tu étais un numéro 1, Ouais. RB et receveur, un mec inapte, mais tu faisais strictement rien. Et Mais c'est tu pouvais le exactement ce que tu sentir. disais, il n'y avait pas d'excuse. Travis Etienne, au bout d'un moment, tu le startais plus. Ouais. Stroud, tu avais trouvé une solution. Tu avais pris un Bonix, tu avais pris un Sam Darnold, tu avais trouvé une solution. Tyreek Hill, même, je l'avais drafté en trophée FB avec mon premier round. Il y a eu un moment où, quand Tua s'est blessé la deuxième fois, j'ai dit, je starte pas. Je le sors, tu vois. Debo, je te jure qu'à aucun moment, je me disais, c'est juste pas possible. Il n'y a pas de raison qu'il fasse ces scores-là. Il n'y a Ouais, vraiment c'est aucune clair. raison. Et c'est effectivement pour ça, il mérite. Ouais. C'est clair. Et Travis Etienne, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que mentalement aussi, lui, c'est une sacrée chips aussi, hein. Premier Ouais, match ouais. de saison, il fait un Non, je suis fumble devant d'accord. la end zone, il est jamais Ouais. revenu, hein. Ouais, On l'a ouais. jamais revu. Et je pense qu'il a perdu en plus la confiance dans le play calling. Tu le voyais beaucoup moins prendre des ballons, il Bah, tournait tout d'un beaucoup coup, plus. Tank Bixby était partout, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Ah, c'est assez incroyable. Et dans les busts, on a une catégorie spéciale pour un trophée honorifique du pire pick de l'année. Ah, les Si bâtards. on n'a pas le droit de l'appeler Putain. bust. Le consensus 1-0-1 qui j'ai lu sur Yahoo, tenez-vous bien, il a été drafté 1-0-1 dans 88% des ligues Yahoo et 1-0-2 dans 10%, un truc comme ça. Dans 98% des ligues, dans premier ou deuxième pick, après la saison qu'il a fait l'année dernière. Et il a joué 3 matchs. Il était blessé alors que pendant toute la pré-saison il disait ça va, il va pas rater de temps et tout va bien machin, et en fait tout d'un coup à une semaine du début tu te dis mais c'est chaud quand même, il s'entraîne pas. Ah bah non, en fait hier, et tu le gardes parce qu'ils disent il va revenir. Il y a même des mecs qui ont tradé pour lui, des mecs qui avaient bien démarré leur saison. Il revient après la bye, il fait 2 matchs à peu près convenables mais rien de fou, et il se reblesse. Et Mais de toute façon, Oui, quand pourquoi ça il était commence à clair. parler de docteur, je vais Ouais. demander un deuxième, Allemagne. troisième avis à un docteur. Ouais, c'est ça, allemand, tu dis, oh, il est foutu. Bah déjà, franchement, quand il a été mis sur la couverture de Madden, on aurait dû le savoir. On est bête. Ouais. On est bête. C'est vrai. Je ne sais pas qui sera le consensus 1-0-1 l'an prochain, mais je lui souhaite du plaisir parce que j'avais vu un peu la liste des 1-0-1 ces 5-6 dernières années, et en général, c'est un peu comme le Madden Curse, quoi. Le curse du 1-0-1. Il y a eu Jonathan Taylor une année, il y a eu McCaffrey 2 ou 3 fois, et à chaque fois il s'est blessé. Et à chaque fois qu'il fait une bonne saison, c'est une année où il est pris plus tard. Il y a eu Barkley une année où il s'est fait le ACL direct. Il y a eu David Johnson une année où il s'est blessé direct. Et là, l'année prochaine, je sais pas si ça sera, je sais pas qui ça sera, mais je lui souhaite du courage. Et alors, c'était intéressant parce que j'avais mis pire pick de l'année, Christian McCaffrey ou Christian McCaffrey. Là, je vous le montre pas, mais sur les 50 votes, il y en avait genre 40 qui étaient sur le deuxième Christian McCaffrey. Donc, je sais pas ce que ça nous apprend sur la manière dont on répond à un sondage, mais j'ai trouvé ça très intéressant.
s'il y a des gens qui bossent dans des instituts de sondage, ils pourront nous expliquer pourquoi. Waiver de l'année. Alors celui-là, c'est moi qui vais le faire. Les nominés pour le waiver de l'année, donc c'est celui qui vraiment était pas drafté. Son ADP était au-delà de la 180e place. Kareem Hunt, qui était non seulement pas drafté parce qu'il était même pas en NFL. Fais-le en anglais, s'il te plaît. Mets un peu de. Kareem style. Hunt from the Kansas City Chiefs. Ton From the Soro de Minnesota running Vikings. Je vais prendre la voix du mec qui annonce la box. Ah, c'est ce qu'on veut. From the Minnesota Vikings. Je sais même pas son numéro. Sam Darnold. From the Miami Dolphins. Tight end. Jonnu Smith. Les running backs, Jordan Mason et Isaac Guerendo, le combo. Donc tous ceux qui s'appelaient pas McCaffrey en gros. À un moment, il y a même eu Pat Taylor dans l'histoire, mais il n'y a jamais... Et puis Jalen McMillan, parce que Jalen McMillan, tenez-vous bien, sur les ligues Yahoo, apparemment, j'ai du mal à le croire, mais je sais pas comment ils ont fait leur stat, mais apparemment, c'est celui qui est dans le plus grand nombre de rosters de champions Week 17. Jalen McMillan. Parce qu'il a super bien fini la saison. And the winner is... Je me rappelle même plus. Ah, Sam Darnold. Ouais. Des Vikings. Je pense qu'il y a une semaine, on aurait applaudi encore plus fort, mais là, Ouais. c'est pas un petit truc entre-temps, Sam, bordel. Samuel, ou je sais pas comment il s'appelle, mais Samantha, mais il s'est passé un petit truc là, on est obligé d'en parler quand même. Samuel Darnold qui a fait 35 passing touchdowns, QB9 sur la saison, et j'avais pas ses stats de dispo week 1, mais week 4, quand on a pour la première fois recommandé de le prendre sur le waiver, il était dans 29% des ligues. Et donc typiquement, si vous aviez CJ Stroud, c'est le genre de joueur sur lequel il fallait pivoter à partir de week 3-4, et ça aurait sauvé votre saison. Mais effectivement, il s'est coûté quelques dizaines de millions de dollars potentiellement sur les 2 derniers matchs, week 18 et en playoff. Moi, perso, j'aurais voté Jonnu Smith sur cette catégorie-là. Parce que Jonnu Smith, il a fini tight end 4 ou 5, je crois. Il était vraiment dans les waivers et il est resté dans les waivers super longtemps. Et à la fin, moi, perso, je l'avais dans une dizaine de ligues, quoi. Je me suis rendu compte que j'étais devenu tellement Jonnu Smith dépendant sur toutes mes ligues. À chaque fois, je voyais, il se passait rien. Et puis tout d'un coup, il y a toutes mes ligues qui passaient au vert. C'est parce que Jonnu Smith avait marqué un touchdown. Et ça, pour le coup, on s'y attendait pas. Mais Miami, tu vas pouvoir nous dire peut-être, Antoine, pourquoi, mais ils avaient vachement plus joué sur Jonnu Smith tout d'un coup à partir de week 4-5. Et c'est resté toute la saison. C'était pas l'histoire d'un ou deux matchs. Ouais, parce que McDaniel, il a pas eu le choix de changer un peu le playbook, et finalement, Jonnu Smith, qui était prévu dans les plans de base, je pense, mais du coup est devenu le go-to guy un peu au QB. Et quand tu es revenu, c'est un des gars qu'il a le plus sollicité finalement dans tous les tracés, puisque Tyreek Hill était double cover et que Jalen Waddle était blessé une bonne partie des matchs, il revenait, c'était compliqué. Et après, il n'y avait plus un autre tour, donc Jonnu Smith. Et mine de rien, il a des mains très sûres. Donc, ça aide aussi dans la confiance quand tu lances un ballon. Mais moi, je suis vraiment pas étonné de Sam Darnold. En vrai, le gars que tu n'attends pas du tout, tu te dis, bon, allez, vas-y, petit gars Joe, il va nous faire une saison. Et puis, de toute façon, il n'était pas attendu non plus parce que ça devait être Gigi qui devait commencer, qui devait starter. Et puis, finalement, au bout de 3 matchs, tu te dis, ah ouais... plutôt intéressant, le gars, il commence à... genre, tu joues vraiment bien. Ah ouais. C'est pas... Non, mais c'est vrai ce que dit Antoine. Souvent, tu as des QB qui sortent un peu et qui font genre 2-3 bons matchs. Genre l'année dernière, Josh Dobbs, des mecs comme ça. Ils font 2-3 bons matchs et en fait, tu as l'impression ils n'ont pas un deuxième punch. Donc, dès que les défenses ont compris ce qu'ils faisaient, le mec, il disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Et Darnold, il m'a surpris. Toute la saison, il est resté bon, Il a fait des top 10 toute l'année. Il a fait QB2 week 14 contre Atlanta. En playoff, il était encore dans le coup. Non, il a vraiment dû porter des mecs. Et honnêtement, c'est grâce à Kevin O'Connell et je pense aussi l'environnement à Minnesota où c'est pas méchant, mais chaque année, tu espères loin, mais tu n'as pas de fans ou, comme à New York ou autres qui viennent te pourrir la vie toute la semaine, qui tu vois, font tout. Il y a des articles qui sortent toutes les semaines avec des fakes et tout, etc. Je pense qu'il a pu travailler sereinement. Il avait quand même Addison et Justin Jefferson. Ça aide aussi quand tu lances un minimum bien un ballon pour faire des yards.
jeu de course n'était pas dégueulasse non plus. Donc en vrai, ouais, c'est plutôt mérité pour lui. Là, maintenant, c'est le contrat et puis on va voir ce que ça va donner. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Marc, c'est effectivement Darnold. Pour faire le waiver, moi, toutes les semaines, Darnold, il a disparu assez vite du waiver. Donc, ça a été un super pick-up pour pas mal de monde, mais il fallait être Il y assez a eu une réactif. période de 2-3 semaines où tu pouvais le prendre et après, c'était fini. Voilà. Alors que Jonnu Smith, jusqu'à semaine 16, tu pouvais l'avoir. Un mec, bon là, on l'a fait avec différents candidats, différentes positions. Mais tu vois, un mec comme Bonix il est encore en favori dans mon T9 hein, sur mon téléphone. Hein, parce que clairement, il était dans toutes les rubriques. pour enregistrer pour écrire le waiver, il était toutes les semaines parce qu'il restait vraiment sur la durée. Alors que Darnold, il y avait une séquence plus courte. Et ouais, c'est pour ça aussi. Jonnu Smith, j'aurais été d'accord. Et j'étais étonné là, par rapport à ce que disait Antoine tout à l'heure, que tu vois, quand Tua est revenu, je me suis dit, bah ok, il va revenir sur ses receveurs avec qui il a déjà de l'alchimie. Et en fait, non, c'était encore le go-to guy. C'était incroyable. Mais en fait, il est vraiment fort, vous avez raison. Arthur Smith, finalement, avait raison quand il faisait jouer Jonnu Smith toute l'année au lieu de Kyle Pitts l'année dernière. Ouais, mais tu vois, à New England, il a rien fait. À Atlanta, il n'a rien fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les gens se sont méfiés jusqu'à la Parce qu'il dernière a changé. En plus, il avait le numéro 9, il avait l'air fin. Je ne sais pas si c'est le maillot des Dolphins qui. Mais j'avais jamais l'impression de voir un tight end jouer, quoi. Je me disais, mais c'est qui ce receveur? Ouais. Ah, c'est lui, cool. Et en fait, il a des bonnes prédispositions de bloc en tight end, mais pour moi, c'est plus un receveur intérieur très rapide. Tu vois, quand tu compares au tight end d'avant, quand tu regardes un peu les Gronkowski à l'époque, même Kelsey, il avance plus 5 pas, tu vois. Marc Andrews hier, franchement, il avançait pas, Marc Andrews. Ils avancent pas, les mecs, ils se retournent, ils ont des bonnes mains, ça catch le ballon, après ça joue un peu au flipper sur 3-4 yards, et puis tu vois ce que ça donne, tu vois. Lui, pour le coup, c'était vraiment pas. Donc, ouais, je pense effectivement. Mais là où tu as raison, Nico, c'est que par rapport à son époque des Patriots, et après on passe au sleeper, mais par rapport à son époque des Patriots, je pense que c'est des joueurs où tu sais pas trop comment les incorporer dans un cas de jeu parce que tu attends d'un tight end qu'il ait des prédispositions, tu vois, dans la vitesse du jeu, etc. Quand tu as des mecs qui font 4 secondes 5 aux 40 yards et tu vois, qui ont des capacités à prendre des espaces et tout, je pense que finalement, pour un QB, c'est pas si évident que ça, tu vois, de venir commencer un peu à jauger le truc, etc. Et finalement, Jonnu Smith, à la fin, il faisait plus que les reads d'options avec des tracés plutôt longs et puis, tu vois, un ensemble de choses. Donc, je pense que c'est pas si simple que ça, mais une fois que ça fonctionne, bah, le gars, il est sur orbite. Hein. Alors, le sleeper de l'année, Aptine, je vais te laisser le faire. Celui-là, c'est un peu le même style, mais c'est quelqu'un qui a été en général drafté quand même entre round 14 et 16. And for the sleeper of the year, the nominees are Berkey Irving, Tampa Bay Buccaneers, J.K. Dobbins. On s'arrête là ou je dis les autres? Ah, continue. Baker Murphy des Tampa Bay Buccaneers. Dis donc, il y en a du sleeper chez les Tampa Bay Buccaneers. Grave. Et Chase Brown des Cincinnati Bengals, qui a sa vraie photo pour les personnes qui sont en vidéo. C'est déjà le manque de respect. And the winner is Berkey Irving des Tampa Bay Buccaneers dans sa partition des Pirates de l'Infini. Ouais! Drafté RB54 et fini RB14. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est vraiment une surprise, lui, pour le coup. Parce que je pense que tu ne l'attends pas aussi haut. En tout cas, autant impliqué dans le jeu des Buccaneers cette année, je pense que tu ne t'attends pas à ça. Tu vois. Tu t'attends plus à Rashad White. Et je pense qu'il y en a pas mal, à mon avis, qui sont un peu bouffés les couilles en se disant, putain, j'ai drafté Rashad White et j'ai pas pris Bucky Irving. Ouais, mais alors c'est une surprise, certes. Je vais pas faire semblant qu'on savait que ça allait arriver. Mais c'était quand même parmi 3-4 joueurs dont on avait dit ils sont dans une RB room, enfin une depth chart de RB prenable. Il y avait eu plusieurs. L'année dernière, Rashad White, il avait eu un volume de maboule, mais plusieurs fois pendant l'été, ils avaient dit on veut éviter que ça se reproduise, etc. Donc il y a des snaps à prendre. Que Rashad White n'était pas, c'était pas Christian McCaffrey, quoi. Il n'était pas complètement indéboulonnable. Et donc, ça faisait partie des mecs pour qui ça pouvait arriver. Après, qu'il ait été si fort, je pense que personne s'y attendait. Mais c'était un peu le même style avec Chase Brown, d'ailleurs, où on avait dit Chase Brown, Zach Moss, c'est probablement Zach Moss le RB1, mais bon, c'est Zach Moss, quoi.
Si Chase Brown coûte moins cher à la draft, prenez des options Chase Brown et attendez de voir ce que ça donne. Et il a été encore plus fort que Irving sur la deuxième moitié de saison. C'est vrai. Donc je pense que c'est ça. Mayfield méritait aussi, je trouve. En fait, tout le monde méritait dans cette catégorie parce qu'ils ont tous été vraiment très forts par rapport à leur position de draft. J.K. Dobbins, il a dû payer un peu sa blessure de milieu d'année. Ah où, oui, du coup, ça a pénalisé un peu certains de ses owners. Mais ouais, non. Sur les trois autres, franchement. Pareil, Mais- Chase Brown, c'était un peu le mec qu'on voyait venir en mode oui, ok, il est dans la depth chart, mais est-ce qu'il est 1 ou est-ce qu'il est 2 ou est-ce qu'il est 1 bis avec Moss? On voyait un peu venir le truc. D'ailleurs, c'était pas. Je suis pas sûr qu'il soit aussi loin à la base que Irving, quoi. Ouais, tant qu'il y avait les deux, il était pas trop utilisable. C'était plutôt Moss. Et puis ensuite, quand Moss s'est blessé, par contre, Chase Brown a eu vraiment tout le volume. Donc là, il est tout d'un coup devenu, je crois, le RB3 ou 4 sur la fin de la saison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a trois running backs. Donc les sleepers, tu as quand même plus de chances que ce soit un running back qui grimpe dans sa depth chart grâce à une blessure. Ou même Dobbins. Dobbins, quand on le draftait, justement, si tout le monde avait su qu'il serait RB1, avec ce volume-là, il n'aurait jamais été drafté là où il était drafté. Parce que tout le monde savait que le running game des Chargers allait être bon. Mais on pensait que ça serait du Gus Edwards, éventuellement un peu de Dobbins, etc. Et finalement, c'est Dobbins qui a pris le rôle dès le départ. Il revenait d'une sacrée blessure. En plus, Dobbins, on savait pas où est-ce qu'il en était. Tu vois, ça aurait pu faire comme le mec le troisième des Ravens qui s'était blessé, Keaton Mitchell. Ouais. Il était censé revenir pareil, et puis finalement, il a presque pas joué jusqu'à même hier soir. Il a dû faire 3 kick returns, et puis c'est fini, quoi. Donc, c'était un peu qui tout double. Ouais, mais donc pas de wide receivers, donc à chaque fois qu'on cherche des receveurs en sleeper, c'est quand même plus difficile. Next category. Alors le most improved. Nico, tu vas pouvoir donner les nominés, mais celui-là, c'était plus un joueur qui est dans la ligue depuis 2, 3, 4 saisons, qui était jamais vraiment ouf et qui cette année a tout d'un coup eu un énorme rôle. Donc pour les most improved, on n'a que des animaux au début. The Lion, Jameson Williams. The Panther, Chuba Hubbard. The Seahawk, Jackson Smith-Njigba. And the Brown, Jerry Jeudy, qui revit à Cleveland. Et je crois que c'est le seul dans ce cas-là. Et le vainqueur, c'est le nouveau préféré, deuxième de France, Chuba Hubbard. On peut voir le détail des votants pour voir si c'est pas que France qui a voté. C'est ça. Non, l'avantage de le faire sur Substack, c'est qu'il y avait un seul vote par compte. Mais il a une grande famille aussi, France. Il a une grande famille. ouais, j'avoue. Ouais. Il le mérite quand même, Chuba. Il finit RB 12 sur la saison, 14,7 points par match. Il a été régulier toute l'année. Et même quand on pensait qu'il allait disparaître parce que, comment il s'appelle, Jonathan Brooks revenait, finalement, Brooks s'est reblessé assez rapidement. Donc, Hubbard a été utile toute l'année. C'est ça, je trouve, le plus important, c'est le plus impressionnant. C'est que même quand les Panthers n'étaient vraiment pas très bons jusqu'au milieu de la saison, il y avait quand même un mec, bon, c'était le seul, mais un mec qui était reliable sur toutes les semaines, quoi. Et franchement, assez agréablement surpris de la saison de Barnes. Ce qui serait intéressant, c'est de faire une analyse aussi des RB et même des receveurs qui jouent énormément de garbage time, tu vois, pendant leur saison. Tu vois, ce serait parce que sans faire offense aux Panthers, parce qu'après sinon France va commencer à m'envoyer des vocaux. Les Panthers, ils sont en garbage time à partir du premier quart-temps. Des vocaux. Je sais où t'habites, continue. Exactement, tu vois. Et en fait, je pense que Hubbard, ça l'a aidé un peu au départ, tu vois, pour prendre pas mal de yards. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a fait 2 ou 3 bons matchs où ils ont commencé à gagner. Et là, boum, il a pris une prolongation avec un petit chèque sympa, tu vois, en mode, ça va être en message lancé, ça sera la première pierre de notre attaque l'année prochaine et on compte vraiment sur lui, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt un bon signe et je pense qu'il le mérite, en vrai, au vu de sa saison. Mais ce qui le sauve un peu, je trouve, dans ses statistiques au départ,
c'est que voilà, il a beaucoup de moments où en fait il va grappiller assez rapidement des yards sur le sujet. Hmm. Moi, je trouve comme très bas Jerry Jeudy. Moi, à la lecture des 4, je me suis dit, Jeudy sera haut. Je savais que Bard allait être premier, mais pour moi, Jeudy allait être deuxième, donc je suis quand même assez étonné après la saison qu'il a fait. Après, c'est des noms qu'on voulait voir réussir, donc moi, je suis très content de même JSN, parce qu'on l'attendait énormément. On a fait une saison assez éclatée l'année dernière. Et en fait, on se dit, bah là, ça devient l'option numéro 1 devant mettre DK Metcalf pour l'année prochaine. Ouais. Pour les Browns, je pense que ça va un peu redescendre. Tu sais, la hype qu'il y a autour de Jerry Jeudy. Je suis très pressé de voir à quel moment il va être drafté, ou même les premiers rankings quand ils vont sortir, c'est où qu'ils vont estimer Jerry Jeudy. Mais moi, je trouve que Jeudy, pour des personnes qui a starté, il a été quand même incroyable. Le problème de Moi, je suis Jeudy, c'est surpris que il a été. Il a commencé tard. Ouais. Ouais, et puis il a été ouf pendant genre 4 matchs pendant lesquels c'était Jameis Winston qui jouait. Et avant ça, il faisait absolument rien. Et après ça, il faisait de nouveau rien. Donc en fait, c'est vraiment. Il a été dépendant de Jameis Winston. Et Jameis Winston, il y a des chances qu'il soit plus à Cleveland l'année prochaine. Et qu'il soit pas le starter s'il l'est. Donc je pense que c'est ça qu'il a. Il a vraiment fait ses perfs sur 2-3 matchs. JSN, c'était un peu plus impressionnant parce qu'il avait été médiocre en début d'année, un peu comme l'année dernière. Et puis tout d'un coup, il a vraiment pris le dessus. Non seulement sur Tyler Lockett, mais sur Metcalf aussi. Et Hubbard, lui, Gino est c'est encore plus en parce qu'il a contrat. été bon toute l'année. Comment? Gino Smith, l'année prochaine, son contrat, il est encore. Ouais, logiquement, il est encore sous contrat, longtemps, mais est-ce que il n'est pas non plus sous contrat suffisamment pour être indéboulonnable? Ouais. Moi, Lui, c'est il ça qui reste. m'a impressionné le plus sur JSN, c'est que, parce que les autres, notamment Chuba et Jerry Jeudy, ils étaient un peu tout seuls dans leur rôle, dans leurs équipes. Alors que Spicen-Jigba, il a vraiment pris la place devant des mecs qui étaient encore là. Metcalf et Lockett, ils ont joué toute la saison et vraiment, moi, je suis surpris de ne pas le voir un peu plus haut, quoi. Yes. Alors, next catégorie. Qu'est-ce qu'on a? Le Comeback Player of the Year. Antoine, à toi l'honneur pour celui-là. Allez, le Comeback Player of the Year, Joe Burrow, quarterback des Cincinnati Bengals, Terry McLaurin à Washington, T. Higgins aux Cincinnati Bengals et Josh Jacobs aux Green Bay Packers. Et le gagnant est, sans surprise, Joe Burrow, quarterback Cincinnati Bengals. Qui va pas en playoff. Qui va pas en playoff et qui fait une saison MVP. Et ça, Ouais. c'est beau. Ça, c'est vraiment beau. Mais en vrai, pour moi, c'est un no-brainer parce que honnêtement, il fait une super saison, pas aidé du tout par sa défense. Je trouve même que le head coach, il aurait dû sauter. Il est Bon. peut-être pour la fantasy du coup aidé par sa défense, qui était tellement oui. nulle que ça l'obligeait à continuer à lancer. T'es obligé Ça, de c'est- coller 50 points par match, quand même. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce que je me souviens d'un match où il joue, alors je sais plus si c'est les Lions ou autre. Il met 35 points ou 38 points en attaque et l'équipe en face en met 42. Et je me dis, mais t'imagines, t'es dans sa tête là, tu te dis, non, mais c'est pas possible. Ouais, j'ai tout fait, j'ai tout donné. Et on me chie dessus. Voilà, c'est ça qu'on fait. On me chie dessus, vraiment, c'est incroyable. Donc, et par contre, je suis plutôt étonné de Jeff Jacobs parce que je trouve que pour le coup, s'il y a un joueur à retenir de l'attaque de Green Bay cette année, c'est vraiment lui. Ça a été vraiment le baromètre de l'attaque de Green Bay dans l'ensemble. Et je pensais qu'il serait un peu plus haut dans les sondages. Ouais, bah c'est toujours pareil. Donc on a Burrow 43%, McLaurin 25%. McLaurin, c'est vrai que c'est sa première année où tout d'un coup il fait vraiment les perfs, quoi. Je crois qu'il finit WR5. T. Higgins qui s'est réveillé surtout sur la fin de saison en playoff et qui a fait gagner beaucoup d'équipes. Et Jacobs qui a 22%. Mais je sais pas, je trouvais que Josh Jacobs, c'est Lucho qui m'a dit de le mettre dans les Comeback of the Year, mais dans ma tête, et peut-être que je me trompe, mais dans ma tête, il avait jamais trop disparu. Non. Et donc je trouvais que c'était un peu bizarre de le mettre en comeback, même s'il faisait une saison meilleure que les précédentes. Alors que Burrow, pour le coup, au début de l'année, si vous vous rappelez, on voyait des vidéos de lui où il n'arrivait pas à boire sa bouteille d'eau. Il pouvait pas s'entraîner 2 jours d'affilée.
Et on se demandait vraiment si sa carrière n'était pas en train de se terminer. Et au lieu de ça, il a fini QB3, c'est-à-dire là où il a été drafté l'année d'avant. L'année d'avant, c'était régulièrement le mec qu'on draftait. Après, on prenait Lamar, Josh Allen et Hurts. Et ensuite, tu avais toujours un petit malin qui prenait Burrow numéro 4. Ouais, je suis chaud, il va être trop fort cette année et machin. Et en fait, il a été nul. Et cette année, c'était l'inverse. Il était disponible beaucoup plus tard à la draft. Et il a dû aider pas mal de gens. Moi, je sais qu'il y a une super flex, par exemple, où j'avais Josh Allen et Joe Burrow, ce qui veut forcément dire que Joe Burrow, vu que c'était une ligue super flex, était drafté peut-être même au-delà du QB10, quoi. Ouais, QB8, QB9. Je pense qu'il y avait des mecs comme Kyler Murray, qui partaient avant. J'ai plus la DT en dette, mais donc ouais, je pense que c'est mérité. Ouais. Bah, surtout qu'il avait vraiment fini la saison. Il avait fini la saison blessé, on ne savait pas comment il allait revenir. Il avait fait que la moitié de la saison de mémoire l'année dernière. Ouais, il avait fait une demi-saison, ensuite Ouais, opéré. en plus, il y avait des pendant problèmes de tout l'été, il contrat pouvait avec pas s'entraîner. Ouais. problèmes de contrat avec les receveurs. Tu ne sais pas comment ça allait marcher en alchimie avec ces mecs-là. Enfin, tu pouvais aussi beaucoup perdre d'incertitudes. un des deux, voire les deux. Enfin, les deux, c'était pas problème, mais un des deux en plein milieu de la saison était un peu plus en galère. Plus de jeu de course vraiment établi. Donc, non, il a vraiment. Il doit vraiment avoir les boules d'avoir fait tourner aussi bien une attaque et regarder tout ça à la télé à la fin. Ouais, et puis l'année dernière, c'était non seulement il avait joué 11 matchs avant 10 matchs avant d'être opéré, mais QB26, quand j'ai mis QB26, c'était par match. Hein. C'était ses stats par match parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait fait les 4 premiers matchs où il était juste horrible l'année dernière. Il avait fait QB 31, 21, 26, 28 et ensuite il avait fait 3 bons matchs, puis ensuite il s'est blessé. Donc non, je trouve que c'est mérité. Comeback. Je crois que en fait, peut-être que les gens se rappellent pas à quel point sa saison l'année dernière et son été était inquiétant. Bah, je me souviens encore de la vidéo au training camp où il court tout seul et tu vois qu'il se blesse tout seul là, au volet là. Non, et puis il y en avait une où il essayait de boire sa bouteille d'eau et puis il arrivait même pas à la ramasser. Ouais, c'est incroyable. Ok, alors IDP Player of the Year. Alors Nico, il a demandé à pas la faire celle-là parce que on n'y connaît rien en défenseur. Moi, je peux la faire, mais c'est vrai que je suis surpris du résultat. Même si je le comprends. Les nominés étaient Andrew Van Ginkel, qui joue defensive line en fantasy. Pour les Vikings, Zach Bowen, le linebacker des Eagles, Zaire Franklin, linebacker des Colts, Buda Baker, le safety des Cardinals, et Zach Allen, que j'ai découvert jouer pour les Broncos quand j'ai voulu mettre sa photo. C'est pour vous donner un peu le niveau de ma connaissance. Oh, il est bon. Non, mais je sais qu'il est bon en plus. Mais si tu veux, alors déjà, tu te fous toujours de ma gueule en disant je considère les joueurs comme des assets. Oui. Mais je crois que dans les quelques ligues IDP qu'on a, souvent, il n'y a pas la photo. Alors du coup, je me base juste sur le nom, tu vois, et donc je me fais une image dans la tête à quoi ressemble le mec, parce que je le vois jamais sans son casque. Et Zach Allen, je te jure, j'étais persuadé qu'il jouait encore pour Washington. On devrait faire un jour en live le jeu de Who quel joueur serait. Ouais, exactement. Même c'est qui, tu vois. Ouais, tu montes sa tête. Ouais. En IDP, ça va être. Ouais. Et donc, le vainqueur. Pour la fantasy. Ouais, le vainqueur est Zach Bowen des Philadelphia Eagles, qui remporte le titre avec 38% des voix devant Andrew Van Ginkel et devant Zaire Franklin. Alors que bizarrement, il est linebacker 2 derrière Zaire Franklin, justement. Donc j'étais un peu surpris du résultat. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Zach Bowen parce qu'il sortait de nulle part. Il était non drafté. Et lui, il mérite un peu tous les titres IDP qu'il y a. MVP, waiver de l'année, découverte. Coup de Focario Award. le Most Improved. Parce qu'il était un special teamer pour les Saints l'année avant. Je ne sais pas pourquoi il a joué titulaire en middle linebacker pour les Eagles. Peut-être que l'un de vous peut m'éclairer. En tout cas, il a joué tous les snaps quasiment toute l'année. Et du coup, il a accumulé énormément de tackles et quelques sacs. Mais c'est surtout il fait un super match hier. Hein. Ouais. Un super match hier. Mais après, en fait, les ligues IDP et puis même en général, c'est vraiment casse-gueule parce que d'une ligue à une autre, le scoring est différent. Ouais, ça c'est vrai. Et ça, c'est une catastrophe.
Et en fait, généralement, c'est pour ça que moi, ça m'a pas choqué quand j'ai vu Zach Bone. Au final, c'est le volume de tacles Les qu'il va faire, tacles, c'est un ouais. linebacker. Et après, parfois, je sais pas, moi, t'as des interceptions, ça va vouloir 6, 8, 10. Enfin, tu peux tout avoir. Donc, tu sais que généralement, le IDP, ça va être les linebackers. C'est pour ça que c'est ce qui part tout de suite. Mais vraiment, en fait, c'est ça qui est assez chiant, c'est qu'il faut vraiment regarder le scoring des IDP et dans certains IDP et des safety, type Buda Baker par exemple, parce que c'est un DB qui tacle, ça va compter plus. Donc c'est là, c'est des vrais maths. C'est même pas Ouais, bah c'est ça, même c'est pas des du vrais jeu. maths. Et parfois, vas-y. tu as des mecs, genre, alors Bone, c'est pas son cas, je pense qu'il a été bon en vrai aussi, puisque les Eagles ont une super défense et qu'il est toujours titulaire. Mais parfois, tu as des joueurs qui, en plus, tu peux avoir de la value de ouf, simplement parce que tu as des mecs qui sont là et qui, en fait, se font cibler par les attaques adverses. Un linebacker que les running backs visent tout le temps, alors du coup, il va finir avec 12 tacles, mais parce qu'en fait, sur les tacles, tu t'en vois 5 où il est en galère, enfin, c'est pas un bon tacleur, etc. Donc, les running backs, ils vont tout le temps vers lui. Ou alors des DB qui sont ciblés à mort parce qu'ils couvrent le WR2 adverse et ils sont pas très bons en coverage. Et donc, il va y avoir 10 ou 12 targets vers eux. Donc, forcément, sur les 10 ou 12 targets, ils vont faire 8 tacles et peut-être une passe défendue. Et ça va leur faire leurs 12-13 points au poste de safety. Donc, c'est vrai que moi, en fait, j'aime bien les ligues IDP parce que je m'en sors bien par rapport aux stats que j'ai sous les yeux, mais pas forcément par rapport à comment ça représente les meilleurs joueurs, quoi. Et juste un petit mot pour IDP, parce qu'on va avoir l'année prochaine un joueur très particulier, Travis Hunter, qui potentiellement devrait jouer cornerback. Enfin, là, j'ai vu que la plupart des équipes le considéraient comme un cornerback qui peut jouer des snaps en receveur. Et si c'est le cas, ça va devenir un cheat code en IDP Fantasy, non? Un mec que tu peux aligner en DB et qui te fait 6 ou 7 points de receveur déjà de base, plus ses points de défense. Mais Moi, c'était déjà j'attends le cas, encore non, de voir. Ouais. avec JJ Watt, je crois, qui mettait Ouais, ses Watt, il 10-15 jouait de points en temps en temps défense. tight end, mais c'était très Ouais. rare. Faudrait voir, C'est pour faudrait voir le DTD. volume. Ouais, il pouvait mettre Ouais, des ouais. touchdowns. Enfin voilà, et Van Ginkel méritait aussi, hein, il était presque là, parce que c'est vrai qu'il fait une super saison pour le coup, avec plus des stats, genre des sacs, des interceptions, des trucs comme ça, mais moins de tacles. Il a dû marquer soit des pick six, soit des. Il en a marqué un sur le match où on était Les à Jets. Londres, Ouais. contre les Jets. Ok, next. Le playoff MVP. Alors Nico, à toi. Ça, Du c'est coup, le pour meilleur les joueur de playoffs week MVP, 15 à 17. ouais, voilà, c'est ça. Ceux qui nous ont aidés à gagner les titres si on en a gagné. Du coup, on a 5 nominés qui sont Brian Thomas Jr., qui a explosé avec Matt Jones sur la fin, Lamar Jackson, Jahmyr Gibbs, Saquon Barkley, qui tous les trois ont été impressionnants du début à la fin, et Jonathan Taylor, qui s'est réveillé au meilleur des moments. Et le vainqueur est Jahmyr Gibbs, qui a été RB2 sur toute la saison. Et, RB2 des playoffs, ouais. Pardon, sur Et RB2 sur les RB3 de la saison, je crois. Les 3 semaines de playoffs. Ouais. Lui, il a profité du fait que David Montgomery s'est blessé juste avant les playoffs fantasy. Alors, du coup, il a explosé avec tout le volume. Il a montré vraiment ce qu'il pouvait faire s'il jouait dans une équipe qui lui donnait tout le taf. Mais j'étais un peu surpris du résultat. Si on donne les pourcentages, ouais. Jahmyr Gibbs à 76%. Donc, c'est un des seuls awards où il y a eu une sorte d'unanimité quasi totale. Alors que Jonathan Taylor a fini RB1 et RB1, week 16 et 17. Et RB1 des playoffs d'ailleurs. Et je pense que Jonathan Taylor, il est pénalisé parce que, vous vous rappelez, son fameux fumble, enfin, le ballon qu'il lâche sur un touchdown week 15, en fait, ça a coûté une qualif à 10 ou 12% de ses managers. Et malgré le fait qu'il termine RB1 les semaines 16 et 17, il n'a pas fait gagner autant de matchs, il n'était pas dans autant de roster de vainqueurs que l'était Jahmyr Gibbs. Et il est RB25, c'est ça, sur Taylor sur la semaine 15? Ouais. Et avec son touchdown. En ayant perdu 8 points dans l'affaire.
Un C'est ça. touchdown Et en si, moins et un fumble en si plus. c'était Ouais. plus 8, tu sais à combien il était? Ouais, je peux te le dire. Attends, 30 secondes. Je pense qu'il aurait été RB1. Parce que ouais, c'est ça en fait. Et ça se trouve, il est passé à côté d'un mec qui fait Ouais, RB1 sur j'avoue. 3 semaines d'affilée dans le playoff, quoi. Alors, attends. Vraiment, Half le PPR. kiffé. Il est où notre ami Jonathan Taylor? RB25, on a dit? Ouais, 25 avec 9,6 points. Non, alors 9,6, tu lui rajoutes 8. Ça fait 17,6. Il aurait été RB7. Donc, il aurait fait RB7, RB1, RB1. Ouais. Et donc, il aurait été dans vachement plus de rosters Ouais. standard. Ouais. Ouais. Mais c'est bon, la proportion de 76. Parce que finalement, ils sont que. Enfin, Gibbs ne finit que, entre guillemets, dans 11% à peu près des championship rosters. Je sais pas si c'est Ouais, alors ça, je c'est sais pas sur si c'est la Sleeper. proportion max, mais. Ouais, ça, c'est sur Sleeper et c'est le premier, apparemment. Mais après, il y a d'autres sites. Alors, sur ESPN, il est aussi numéro 1 et il serait apparemment dans 29% des équipes sur ESPN. Ah oui, voilà. Ouais. Devant Jamar Chase qui était dans 21,5. Donc ça déjà, c'est une stat qui serait supérieure parce que 29%, c'est énorme. ouais, 29%, c'est énorme. Donc ouais, c'est mérité, mais Jonathan Taylor aurait pu lui souffler un peu plus de voix. Ensuite, il nous reste 2 awards pour finir. Brian Thomas, quand même, juste Brian Thomas, Ouais. finir avec ces rankings-là, avec Matt Jones, franchement, il aurait mérité plus que 0. Ouais, WR4, WR3, WR13. C'est vrai qu'il finissait vraiment fort la saison. Il a eu aucun mauvais match à la fin. Et Lamar et Saquon, je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup de points parce qu'ils étaient en fait à leur niveau toute l'année. Ils n'ont pas été tout d'un coup supérieurs sur la fin. Mais ouais, j'étais surpris de voir autant de points pour Gibbs. Je pense que c'est par rapport au nombre de gens qui ont dû gagner avec lui. Le Ninja Award, j'allais le donner à Aptine, mais je vais le donner à Antoine parce que je veux garder le dernier pour Aptine. Ninja Award, c'est celui qui vous a... C'est tout l'inverse. Il vous a mené jusqu'au playoff. Il a tenu votre équipe à bout de bras jusqu'à week 14. Et puis tout d'un coup, il a disparu au pire des moments. Il a un titre. Et les nominés sont Cooper Kupp, Joe Mixon, Jalen Hurts et Jamar Chase. Et le gagnant est Joe Mixon avec 37% qui devance Cooper Kupp et Jalen Hurts. Et enfin Jamar Chase qui ferme la marche. Ouais, Et Chase, pour le coup, je pensais pas qu'il serait dedans. C'est juste qu'il a été un peu moins bon, mais il a quand même été suffisant pour en général gagner le titre. Hurts, c'est parce qu'il a eu sa commotion week 16 et il a bousillé la saison de tout le monde. Ouais. Au premier quarter, il a marqué 3 points et il y en a beaucoup qui se sont fait sortir à cause de ça. Mais je pense que Mixon mérite entièrement son titre de ninja de l'année. Ouais, c'est clair. C'est clair. Parce que même Cooper Kupp, même si je comprends parce qu'il était dans énormément de rosters, c'est plus le fait que Matthew Stafford a vraiment une baisse de régime intenable, tu vois, sur la fin. Même s'il remonte un petit peu après, mais globalement, il le cible quasiment plus. Tout est pour Pucana. Ouais. Ah, on a perdu. On a perdu Antoine. Ouais. Il n'était pas au niveau où était Mixon sur le reste de la saison. Cooper Kupp, il a été vraiment un peu. Ouais, c'est ça. Mixon, il était RB2 en points par match. Week 1 à 14, RB2 avec 20 points par match. Et week 15 à 17, il fait 3 matchs d'affilée à 7 points par match, RB 37. Et on le voit dans justement les stats ESPN. Il était dans 58% des rosters qui sont en playoff. Et ça le positionnait. Il est où Mixon? Ça le positionnait 8e place parmi les joueurs. Et quand on arrive au roster champion, il est même plus dans le top 50. Donc, j'estime son pourcentage à moins de 10%. Mais pour un mec qui vous a fait amener jusqu'en playoff, de passer 58% d'équipe en playoff à moins de 10% des champions, c'est vraiment qu'il avait un gros impact dans votre roster et qu'il vous a bousillé les week 15 à 17. Mais Cooper Kupp, deuxième, il s'est bien battu parce que ses 3 dernières lignes de stats, c'est quand même 0, 3,9 et 3,4. Donc, il a tout donné. Hein. Ouais. Mais Kupp,
Cup, moi, je l'avais dans pas mal d'endroits. Et le 0, je me le suis pris dans la gueule, mais heureusement, c'était la bye week, si tu étais dans les top 2. Et ensuite, tu prenais le 3.5. Mais si tu avais survécu au 3.5, tu disais, OK, c'est bon, j'ai compris. Et en finale, tu le laissais. Alors que Mixon, c'est pareil. Mixon, il n'y avait pas de raison. En fait, il avait quand même du volume. C'est juste qu'il est devenu très faible. Donc Mixon, Ninja de l'année et les deux derniers pour Aptin. Il a un award spécial à la fin. Mais d'abord, le Kyle Pitts Award, du nom de Kyle Pitts, aussi a.k.a. le sleeper qui se réveille jamais. Je te laisse donner les nominés. Catégorie Kyle Pitts, on a CJ Stroud, Jalen Waddle, Kyle Pitts, bien sûr, Marvin Harrison Jr. et Anthony Richardson. Et je n'ai même pas besoin de mettre la slide d'après. L'award est au nom de... CJ Stroud. Mais oui, c'était serré. C'était un award il y a eu des votes pour tout le monde pratiquement. D'accord. Donc CJ Stroud, ça se tient aussi. On en avait parlé en début d'année. Je trouve qu'il y avait quand même beaucoup on va dire, de choses qui ne sont pas passées comme on le voulait côté Texan. On a déjà beaucoup parlé, mais peut-être pour un peu revenir sur la saison, beaucoup de blessés. Je pense qu'ils avaient aussi beaucoup de tape à regarder sur CJ Stroud. Beaucoup de hype autour de l'équipe, des bons receveurs, etc. Beaucoup de blessés. Et on a vu vraiment une offensive line qui juste lâchait. Mais c'est vrai que pour un mec qui était drafté, je crois, 3 ou 4, allez 4, et il finit, est-ce que c'est écrit QB5 et il finit QB27. Voilà, je ne sais pas. 0 fois dans le top 6 et 9 fois en dehors du top 20. Donc vraiment dur. Hein. Vraiment, vraiment dur. Après, pour le coup, il y a vraiment plein de choses. Et ça, en fait, nous les premiers, on était quand même assez sur la réserve c'est un très bon quarterback. Je pense qu'en une saison, on a pu voir vraiment ce qu'il pouvait faire. Mais attention, un QB4 en une saison, enfin le jump est quand même assez haut. Et il y a toujours ce fameux rookie wall. En tout cas, en NBA, on voit beaucoup de rookie wall. Je pense qu'il existe aussi en NFL. C'est dur de confirmer aussi fort qu'une première année. Donc pour toutes les personnes qui ont drafté 4, c'est sûr que c'est le plus gros échec. Parce que je ne pense pas que Kyle Pitts était drafté haut. Marvin Harrison, c'est un autre sujet. Richardson, pareil. Et Waddle, ça dépend. Enfin, je pense qu'il était quand même peut-être 3e tour, voire 4e. Mais ouais, CJ Stroud, peut-être pour toute la hype qui est autour, c'est vrai que c'était assez dur. Moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus pour Richardson. Franchement, Richardson, c'était. Parce qu'il a été blessé. Il a été blessé, donc au final, les personnes disent bon, il a été blessé, on met de côté. Ouais, mais c'est sa faute s'il est blessé. Des fois, t'as pas de chance sur les blessures. Quand t'es bête, c'est juste, c'est différent, tu vois. Là, c'est vraiment le truc. Alors la question, il dépend des ballons qui sont lancés vers lui. Marvin Harrison, c'est pareil, etc. Richardson, c'est tout seul. Mais la question qui va se poser, qui va être intéressante, c'est que Richardson, lui, pour le coup, alors on voit CJ Stroud avec 13,7 points par match. Richardson, il est à 15,9 points par match cette saison. Et ce qui est décevant aussi, mais qui est quand même 2 points de plus par match. Alors après, il y a eu son histoire, il s'est fait bencher parce qu'il est sorti machin, et il a été benché 2 matchs. Mais en termes de score pur, il est extrêmement mauvais à la passe, mais il a ce plancher de la course que n'a pas CJ Stroud. Et pour le moment, en Dynasty, CJ Stroud est toujours QB7 ou 8. Et par exemple, tu peux avoir, techniquement, hein, si on regarde les prix sur Keep Trade Cut, tu peux avoir Anthony Richardson et un premier tour 2026, ou tu peux avoir CJ Stroud. Et on me dira peut-être que je suis délusionnel et que je laisse pas tomber comme avec Trey Lance pendant 3 ans. Mais ouais, je serais presque tenté de me dire, entre les deux, Stroud est clairement le meilleur QB des deux, mais en fantasy, est-ce que Richardson n'est pas le meilleur asset, surtout si je peux avoir un premier tour dans 2 ans pour reconstruire, si jamais aucun des deux n'est bon, tu vois. Ouais, non, ça se tient. Je pense que la saison de Stroud, elle est vraiment horrible, quoi. Il s'est pas blessé. Alors certes, il a toutes les circonstances atténuantes dont tu as parlé, Aptin. Il a perdu Nico Collins pendant un certain temps. Ensuite, c'était Diggs. Ensuite, c'était Tangdale. Il a quand même été en playoff et tout, donc c'est qu'il n'est pas mauvais. Mais 0 top 6, il a aucun upside. 0 fois dans le top 6, régulièrement en dehors du top 20. Ses équipes ont été en playoff dans 16% des cas. Quand tu penses qu'en général, il y a 50% des équipes qui vont en playoff sans rien faire, tu vois, juste par le fait qu'il y en a 6 sur 12. C'est que vraiment, il a pénalisé
pénaliser les managers énormément. Enfin voilà, et dans la foulée, pour finir, il y a un award qui n'est pas marqué, mais Aptin, tu avais une discernation spéciale à donner. Ah oui, je sais pas, il est quelle heure, si tous les enfants se couchent C'est bien, bon, mais c'est l'award bon, du plus gros fils de 22h50. pute dans la catégorie Pat Mahomes, non, mais juste, bon, après, vous savez. En plus, je crois que j'aime bien le joueur et j'aime toujours voir. Enfin, je me dis, je suis content d'assister, on va dire, aussi à un peu la création d'une légende. Mais c'est juste que vraiment, à regarder toute la saison, les matchs de Kansas, j'ai l'impression de ne pas reconnaître le joueur et même l'équipe, l'offense, qu'on a tous kiffé. Et c'est vrai que c'est quand même assez dur de regarder, même quand les gens sont ouverts, la balle n'arrive pas. De voir juste que tellement de matchs ont été gagnés sur des miss kicks, fumble tout à la fin ou des personnes, tu comprenais pas juste les fins de match, que en fait ça m'énerve de voir qu'ils arrivent encore une fois en finale de l'AFC, encore une fois sur des décisions un peu bizarres, et de me dire que peut-être qu'il faut vraiment qu'ils se fassent atomiser par les Bills ou même au Super Bowl, peut-être encore mieux qu'ils se fassent atomiser au Super Bowl pour après peut-être refaire 2-3 changements dans l'équipe, parce qu'ils n'ont pas été blessés tant que ça. Kelsey a relativement été présent. Tu as eu Hunt qui a très bien suppléé, Pacheco. Tu as eu toujours un blessé, on va dire, à la réception. Un moment c'était Rice, un moment c'était Hollywood, etc. Mais je trouve qu'ils avaient quand même pas mal de profondeur. Ils ont pris Hopkins qui a très bien fité. Mais c'est juste que d'un point de vue fantasy, les mecs, ils marquaient pas, en termes de points marqués, ça dépassait pas les 23 points par match. Et là, tu te dis, on parle quand même de l'offense de Kansas. Je crois qu'il finit QB15. Je sais même pas, il finit Ouais. que. 11 à l'arrivée, mais en points par match. Ouais, moi je regarde 13. points par match. 13. Voilà, 13. Et je me dis qu'à quel moment en fait tu pouvais dire, vas-y, bah, je vais sortir, surtout en début d'année, quoi. Ok, à un moment, je crois qu'on proposait Darnold et un pic. Pour lui, je fais calmez-vous. Et là, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Tu vois, avec du recul, je me dis, mais pourquoi j'ai pas dit oui alors que là, je le mets sur le marché, on va même pas le regarder. Et vraiment, je me dis, tant que ça gagne, tant que cette équipe gagne avec le style de jeu qui est de moins en moins flashy, mais ça continue de gagner, pour moi, je me dis qu'il peut devenir qu'un QB encore moins intéressant que l'année passée. Et ça, je me dis, c'est vraiment peut-être maintenant, dès qu'il a encore une certaine valeur, de dire, c'est pas de Mahomes, s'il y a de la valeur, bah, je le lâche contre Anthony Richardson, par exemple. C'est juste un exemple. Je me dis, ce serait peut-être un move à faire pour un peu sauver une dynastie, par exemple. Mais je suis pas sûr de voir un Mahomes performer à 25 points par match, 20 points par match sur le reste de sa carrière. Joe Milton. On met Joe Milton, Antoine, hein, à la place. Oui, exactement. Et j'ai vu, quand j'ai vu les points par match, je fais, mais c'est qui ce mec qui a genre des trous partout et qui arrive dernier jour qui met 19 points? J'ai dit, mais je les prends les 19 points, moi. C'est la lueur d'espoir de Nico pour la saison prochaine. Ah non, mais non, laisse-nous tranquille, mec. Laisse-nous tranquille. On reconstruit, on est bien. Non, mais ouais, par exemple, je crois qu'ils sont. Faudrait que je regarde les values, mais Caleb Williams contre Pat Mahomes aujourd'hui, je pense que tu peux avoir Caleb Williams et un second tour ou un truc comme ça contre Pat Mahomes. Je donne. Je sais pas c'est qui est dans notre dynastie, mais let's go. Parfait, bah voilà, ça clôture une bonne saison 2024 avec pas mal de rebondissements et tout. Donc il reste 3 matchs NFL. Bills contre Kansas City et Washington contre Philly. Dimanche tous les deux, je crois. Hein, dimanche soir. Ouais. Et il y a aussi la finale NCAA ce week-end. Et vous êtes pour qui, tiens? Non, NCAA, c'est ce soir. C'est ce soir, pardon. Ouais, okay. à 1h30, je crois. Ouais, très bien. En NFL, ouais, vous êtes pour qui? Moi, je suis... je sais pas, pour rigoler, je dirais Commanders, mais j'y crois pas trop. Et donc, j'aimerais bien que ça soit les Bills. Ouais, Bills aussi, je pense. Mais avec Antoine, on peut décemment pas dire ça. Non. Contractuellement, vous êtes interdit de le dire. Non, on est vraiment pieds et poings liés. Non, moi, ça va être les Commanders. Hein. Ouais. Ça va être compliqué. Hein. Les Commanders, ils sont dans ma division, mais ils ont tellement galéré récemment que je leur en veux pas encore. Par contre, s'ils gagnent, ils deviendront au niveau des Eagles. Ouais.
au niveau détesté des Eagles. Ah oui, tiens, donc tu préfères les Commanders aux Eagles sur le Ah ouais, non, les Eagles, ton c'est duel hors de de question. division dimanche. Ok. Les Eagles, c'est hors de question. Et comme disait Aptin tout à l'heure, le seul silver lining si les Eagles gagnent le Super Bowl, c'est que Barkley gagnera le Super Bowl. Mais sinon, non, les Eagles, c'est vraiment l'ennemi juré. C'est hors de Voilà, question par qu'ils gagnent un contre, truc. Ouais. C'est comme les Jets pour vous. Ouais. Bon, Ouais, c'est nous, plus tu des joues sur ennemis, ça. les Jets. C'est plus des ennemis. Bon, on les laisse tranquilles maintenant. Les Jets, c'est vraiment savoir, ça, c'est sûr. Ils sont l'ennemi d'eux-mêmes. C'est bon. Et ensuite, ouais, pour Fantasy Ballers, du coup, ben, rendez-vous pour tous ceux qui sont à la soirée Super Bowl de France dans 3 semaines. Et ensuite, pour le podcast, on se retrouvera, je pense, fin février pour parler, je sais pas quand est le Combine cette année, mais fin février, début mars, pour parler un peu des rookies, comme d'hab, et entamer notre programme d'off-season pour 2025. Notre 10e saison Fantasy Ballers qui arrive. Voilà. Et sur ce, bonne semaine à tous. Bonne année. Ciao. Et bonne année, ouais. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao les gars. Au Bye. revoir.